Nous allons les connaissances avec le nouveau président. Quoi qu'il soit déjà passé à cet espace, le point, la rubrique Le Point de Métropole, mais en qualité de président de l'association des professionnels des magistrats, Martin Jean-Claude est reçu sur le plateau et c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Bonjour Président et bienvenue. Bonjour Monsieur Théodore et bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de la radio Télémétropole, précisément des fans de la rubrique Le Point. Vous remplacez monsieur, enfin, le juge Wando Saint-Villiers et vous êtes apparemment un jeune président. Et qu'est-ce que vous entendez insuffler à la magistrature en tant que jeune président? D'abord, au niveau de l'association professionnelle des magistrats, nous avons jugé nécessaire de promouvoir ce qu'on appelle l'alternance, de promouvoir les voies démocratiques pour arriver au timon des affaires de l'association. C'est la raison pour laquelle on a programmé des élections qui ont eu lieu. Le processus était très ouvert, était transparent, et de cette élection, on a élu un nouveau comité dont j'ai l'honneur de présider. Maintenant, ce nouveau comité a pour mission d'abord de poursuivre le travail qui a été réalisé par le comité sortant, qui a vraiment porté la PM par devant la scène juridique et judiciaire, où aujourd'hui l'association professionnelle des magistrats est très apprécié dans le milieu du droit haïtien, et nous entendons aussi promouvoir, défendre d'abord l'indépendance du pouvoir judiciaire comme il est consacré dans la Constitution, et aussi défendre les intérêts matériels, moraux des magistrats, des questions de traitement, des questions de meilleures conditions de travail. En gros, c'est ça le chantier du nouveau comité. La responsabilité de la remise en liberté du suspect est à la police. Bon, en l'espèce, oui. C'est pourquoi il faut s'assurer que nos policiers soient mieux formés. Comment recadrer ou comment encadrer les policiers? À travers des formations initiales lorsqu'ils sont à l'école de police, et aussi des formations continues. Et c'est valable aussi pour les kidnappeurs arrêtés puis libérés? Non, ça, je n'ai pas de cas de figure là-dessus. Mais ce que vous devez savoir, la justice fonctionne à travers des procédures. Et les procédures sont établies par la loi et elles visent à un procès équitable. Maintenant, lorsque vous comparaissez par devant le juge, il faut savoir à l'avance, voici les procédures que le juge doit suivre pour arriver à telle décision. Et l'avocat, lui, son travail, c'est de veiller à ce que cette procédure soit respectée. Maintenant, il faut s'assurer que du côté des policiers, du côté des OPJ, que les procédures aient été respectées pour arriver à la phase du jugement où le juge aura des éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier l'espèce, puisque le juge n'est pas Dieu. Il ne sait pas comment les faits se sont déroulés. C'est à travers les rapports, les procès-verbaux, que le juge aura une connaissance réelle des faits, évidemment à travers des questions, des témoignages. Et là encore, on a cette difficulté en Haïti où on a peu de témoins qui décident de comparaître au tribunal. Non, parce qu'il y a... et le témoignage est fondamental et capital au péril même de la vie du témoin, puisque nous sommes en Haïti, c'est ce qu'on vous dira. Oui, mais il faut faire un choix. Est-ce qu'on va se cantonner à critiquer la justice, ou est-ce qu'on, évidemment, on peut la critiquer, mais aussi aider aussi à l'amélioration de la justice? Si on est dans un état de droit où tout marche, où le juge est intègre, comme vous l'avez dit, je vous assure que certains gens vont accepter de se présenter au tribunal pour témoigner. Oui, mais pour arriver à une justice qui fait confiance aux justiciables, maintenant, ce n'est pas du jour au lendemain. Maintenant, c'est un processus et le citoyen aussi doit participer. On a comme l'impression que les choses sont dégénérées. Malheureusement, on constate que la justice ne s'est pas améliorée pendant ces dernières en votre qualité de président de l'association,
vous êtes là pour représenter vos pairs, vous êtes là pour défendre les intérêts de vos collègues, mais en même temps, est-ce qu'il y a pas, vous n'avez pas une autre mission de rendre justice, de rendre justice à qui justice est due, et même de renforcer autant que faire se peut le système judiciaire? Évidemment, c'est l'un des rôles de l'association. Maintenant, comment vous allez vous y prendre pour y parvenir? Voilà. La justice, d'abord, ce sont les juges et les commissaires du gouvernement. Maintenant, la justice, pour répondre aux aspirations des justiciables, la justice doit mieux s'organiser. Maintenant, à travers des lois, la justice doit mieux s'organiser aussi, mais il faut que aussi la justice ait les moyens nécessaires pour répondre aux aspirations des justiciables. Maintenant, il faut qu'on arrive à une indépendance effective de la justice. Maintenant, est-ce que les juges sont effectivement indépendants? La réponse, c'est non. Il y a beaucoup d'entraves à l'indépendance de la justice. Il faut arriver aussi à savoir, et ce n'est pas de savoir, la réponse, elle est connue. Est-ce que la justice a les moyens nécessaires pour fonctionner? Une dernière question. La réponse est non. Avec 1% du budget national, la justice ne saurait être efficace. Une dernière question, magistrat. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous faut pour être indépendant? Qu'est-ce qu'il nous faut pour être indépendant? Oui. Mais là, je parle d'un juge. Qu'est-ce qu'il vous faut pour être indépendant et même efficace dans votre travail? En parlant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, il faut voir la question à deux niveaux. Il y a l'indépendance personnelle du juge, mais aussi il y a l'indépendance de l'institution. Or, l'indépendance personnelle du juge ne saurait être... L'indépendance personnelle du juge, c'est au cas par cas. Maintenant, il faut s'assurer que l'institution judiciaire soit indépendante. Et pour qu'elle le soit, il faut que les lois garantissent cette indépendance. On a cette actualité où il y a beaucoup de juges qui ont vu leur mandat renouvelé par le président de la République. C'est le CSPJ qui est l'organe qui donne un avis favorable aux juges le CSPJ décide que le juge, son mandat doit être renouvelé et donne un avis favorable et adresse cette liste au président de la République, qui a l'autorité de nomination. Malheureusement, le président, et c'est vraiment regrettable depuis quelque temps, on sent que le président prend beaucoup de temps pour procéder au renouvellement. Et lorsque le renouvellement a lieu, on constate qu'il y a des noms qui n'ont pas vu il y a des juges qui n'ont pas vu leur nom porté sur la liste de renouvellement, quoique ces juges ont bénéficié d'un avis favorable. On ne sait pas pour quel motif, mais on peut imaginer. C'est le cas par exemple du juge Jean-William Morin, qui a été déclaré certifié par le CSPJ. Eh bien, son mandat n'est pas renouvelé. Il y a aussi le juge Chavan-Etienne qui instruit le dossier qu'on appelle Massacre La Saline. Son mandat n'est pas renouvelé. Il y a aussi le juge Emmanuel Vertile du Cap Haïtien qui a instruit le dossier qu'on appelle Café Trio. Son mandat n'est pas renouvelé. Pour quel motif? On ne sait pas. Mais il se trouve que ces juges, vous le savez, ces dossiers... Est-ce que c'est une et dernière liste? Il n'y a pas une autre liste qui est... Non, c'est deux listes. Maintenant, vous imaginez... Dans les deux listes, c'est non la... Oui, ne figure pas. Maintenant, on peut l'interpréter, voilà. Maintenant, nous pensons que ceci est une interférence, puisque c'est le CSPJ qui est l'organe qui est habilité à déterminer si une personne est apte à remplir la fonction de juge. Maintenant, là encore, si la loi, les juges ont un mandat limité, comme juge au TPI, maintenant j'ai un mandat de 7 ans. Maintenant, je me pose cette question à la 6e année, est-ce que mon mandat va être renouvelé? Maintenant, qui va le renouveler? C'est le président. Maintenant, si je reçois une sollicitation de l'entourage du président et je n'ai pas donné suite favorable, maintenant, il y a de fortes possibilités que mon mandat ne soit pas renouvelé. Là encore, c'est une atteinte même à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Maintenant, le juge, de manière individuelle, doit, ce qu'on appelle, doit être indépendant. C'est le savoir-être du juge. Mais là encore, on ne peut pas comprendre, résoudre l'indépendance de l'institution par rapport à un juge. Il faut permettre en soi que la justice, à travers des lois, bénéficie des garanties qui lui permettent d'être véritablement indépendante. Merci. Mais est-ce que vous avez défini des priorités spécifiques? Parce que vous ne pourrez pas tout faire ensemble.
D'abord, on a des priorités à court, moyen et long terme. Maintenant, au niveau structure, comme priorité, nous voulons essayer de fidéliser nos membres, de permettre à ce que les membres soient connectés avec l'association. Et ensuite aussi, nous voudrions aussi travailler pour permettre à ce que les magistrats ont des meilleures conditions de travail. Ça va prendre beaucoup de temps, mais nous pensons y arriver. Et sur cette priorité, et la presse, comme toujours, j'espère que la presse aura à nous accompagner dans les revendications que nous aurons à apporter, notamment pour que la justice soit effectivement indépendante, mais pour que les magistrats aient un meilleur traitement. Vous venez justement de parler de revendications. Est-ce que l'objectif de l'association, c'est se comporter comme un groupe de pression pour exprimer les revendications et tout simplement? Non, mais ce n'est pas que ça. L'association professionnelle des magistrats est un syndicat. Nous regroupons les magistrats judiciaires, qu'ils soient des magistrats assis et des magistrats debout, qui ont intégré la magistrature par l'intégration directe pour les avocats militants et par la voie de l'école de la magistrature. Maintenant, Maintenant, notre premier devoir, c'est d'abord de défendre les intérêts matériels et moraux des magistrats. Maintenant, à ce titre, l'un des moyens d'y parvenir, c'est évidemment d'adresser des revendications pour y arriver. Mais aussi, au niveau de l'association, nous voulons aussi contribuer au progrès aussi du droit et de la justice. C'est ainsi, nous avons, dans des périodes différentes, produit des remarques, produit des documents. Nous avons organisé beaucoup d'ateliers sur les questions de code pénal, code de procédure pénale. Nous avons aussi, il y a aussi certains de nos membres qui ont eu à publier des ouvrages de droit. Nous avons organisé des colloques, la dernière des colloques. Et, le dernier en date, c'était évidemment de réfléchir sur le statut des commissaires du gouvernement à l'aune de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Évidemment, c'est de revendiquer des meilleures conditions de travail et de traitement pour les magistrats, de défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais aussi c'est de contribuer d'une manière large au progrès du droit et à l'amélioration de l'accès et à la justice en général. Il y a aussi une perception, et quand on parle de la justice, de l'appareil judiciaire qui est dysfonctionnel, quand on parle des institutions haïtiennes qui sont faibles, on parle aussi des juges qui sont corrompus. Et quelle est la place de ces critiques dans l'agenda du nouveau président? C'est une préoccupation pour nous autres au niveau de l'association professionnelle des magistrats. La justice est l'institution qui est placée au sommet pour lutter contre la corruption. Lorsque les rapports sont adressés par les organes de lutte de la corruption, il reviendra au juge de prononcer, s'il y a lieu, la culpabilité d'une personne qui est accusée de la corruption. Mais il se trouve que... On ne peut pas être... Je sais que je m'adresse à un juge, à un magistrat, mais comment être juge et parti? Non, ce n'est pas juge et parti, mais je comprends votre raisonnement. C'est que nous, magistrats, nous devrions se placer au-dessus de la mêlée. Il se trouve que on nous reproche la justice. Les yeux bandés. Évidemment. Malheureusement, on reproche aussi que la justice soit corrompue. Et je ne sais pas à quelle proportion, mais je dois vous dire que cette assertion, malheureusement, elle est fondée. Et là encore, la loi aussi prévoit ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être fait. C'est pourquoi nous exhortons le CSPJ, qui est l'organe de discipline pour les juges, et le ministère de la Justice, qui est l'organe de disciplinaire pour les parquetiers, d'agir pour assainir la justice, pour s'assurer que les magistrats soient au-dessus de tout soupçon, pour que lorsqu'un justiciable arrive par devant un tribunal, il n'aura pas à imaginer que le magistrat, sa décision va dépendre de ce qu'il est monnayé ou non. Et aussi, il y a le processus de certification des magistrats, qui a une obligation que la loi
a fait au CSPJ, et on est en cours de certification, puisqu'il y a 3 listes nous sommes à la 3e liste. Vous avez salué la dernière décision prise par le CSPJ? Oui, au niveau de l'association, on la salue puisque c'est une obligation légale. Et d'ailleurs, le CSPJ existe depuis 2014. Maintenant, c'est une obligation qui lui a été faite de certifier l'ensemble des magistrats en fonction. Ça veut dire qu'on a du retard dans le processus de certification. Il se trouve que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps pour arriver à certifier l'ensemble des magistrats. Et le CSPJ a procédé par groupe. Maintenant, nous sommes à la 3e liste qui a été rendue publique par le CSPJ. Mais là encore, nous avons constaté comme lors de la publication de la dernière liste, il y a eu beaucoup de remous, notamment des magistrats qui s'en plaignaient de ce que le résultat était biaisé. C'est pourquoi nous avons formulé des propositions au CSPJ afin d'améliorer le processus de certification pour permettre aux magistrats qui sont reprochés d'avoir les moyens de savoir voici les faits qui lui sont reprochés et aussi d'apporter aussi leur défense pour s'assurer que lorsque la liste... Il y a recours. Oui, il y a recours, et là encore, malheureusement, et la loi créant le CSPJ, puisque c'est une commission technique qui réalise la certification. Cette commission est composée de 6 membres. Il y a 3 qui sont désignés par le CSPJ lui-même. Il y a 3 aussi qui sont désignés par le ministre de la Justice. Maintenant, ces 6 personnes vont enquêter, et il y a 2 paramètres qui sont pris en compte. D'abord, c'est la question de qualification. Est-ce que le juge, lorsqu'il intègre la magistrature, est-ce qu'il l'a intégré en respectant les conditions, les qualifications requises par la loi? Ou tout simplement, est-ce qu'il est qualifié? Oui, est-ce qu'il est qualifié? Et le second volet, c'est la question d'intégrité. Est-ce que le juge est loyal? Est-ce que le juge est diligent? Maintenant, de ce processus, la commission va élaborer son rapport et va l'adresser au CSPJ. Et le CSPJ, s'il y a lieu, va l'entériner ou non. Une fois que le CSPJ l'a entériné, malheureusement, il n'y a pas, d'après la loi, il n'y a pas de possibilité de recours. Peut-être il y aurait possibilité de faire un recours gracieux, mais juridiquement, il n'y a pas un recours. Et c'est pourquoi nous exhortons le CSPJ, même avant même d'entériner le rapport, avant même de le communiquer au grand public, il fallait voir avec les magistrats dont leur nom figure dans la liste comme non certifié, est-ce que ces magistrats n'ont pas évidemment de reproches à formuler sur le rapport pour permettre que le magistrat ne se sent pas violé, son droit ne soit pas violé, et puisque le but recherché c'est d'assainir la justice, de faire en sorte que les justiciables reprennent confiance en la justice. Je ne vous laisserai pas partir sans aborder avec vous un point qui préoccupe de nombreux citoyens haïtiens. La sécurité. Vous êtes concernés, tout le monde est concerné aujourd'hui. Alors que des reproches qu'on fait souvent aux juges, c'est qu'ils remettent en liberté des criminels. Par exemple, un kidnappeur qui a beaucoup d'argent pense que même s'il a été jugé, condamné, il sera soit libéré par un juge, soit il y aura une évasion et qu'il pourra facilement sortir de sa cellule. Maintenant, à la lumière de cette critique portée contre les magistrats, est-ce que vous, en tant que président de l'association, vous entendez jouer un rôle pour que l'assassin, le criminel, le kidnappeur puisse purger sa peine? Il y a 2 niveaux de la question. Maintenant, en ce qui a trait aux possibilités d'évasion dans les prisons, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Maintenant, en ce qui a trait aux décisions rendues par les tribunaux. Là encore, je ne suis pas ici pour dédouaner mes collègues magistrats, puisqu'il y a des critiques, il y a des dénonciations qui ont été faites disant que telle personne a retrouvé leur liberté parce qu'il a octroyé de pots de vin aux magistrats. Ça a été monnayé. Oui,
Oui, ça a été monnayé et je ne peux pas ici nier cette réalité. Mais aussi, il faut voir aussi que la justice fonctionne à travers des procédures. Et les procédures sont établies pour garantir le droit à un procès équitable. Et les avocats, ils sont là pour vérifier est-ce que la procédure a été respectée dans les affaires qui sont pas devant les tribunaux. Pour arriver au tribunal le jour du procès, il y a un ensemble de procédures qui devront être faites de la commission de l'infraction, de la police judiciaire, du juge de paix, arriver au cabinet d'instruction pour arriver au stade du jugement. Maintenant, ça peut arriver qu'il y a eu des défaillances pendant tout le long de ce processus. Soit le policier n'avait pas fait bien son travail, le juge de paix a fait une erreur, et arrivé au procès, le juge peut se trouver dans une situation où il n'y a pas d'assez d'éléments pour arriver à la culpabilité de la personne. Puisque ce que vous devez savoir, le juge n'est pas Dieu. Le juge n'était pas présent lors de la commission des faits. Maintenant, le juge va apprécier les éléments du dossier. Ces éléments ont été récoltés par les policiers au niveau, voilà, les policiers, le juge de paix, le cabinet d'instruction. Ça peut arriver que le dossier en soi ne contient pas d'éléments suffisants pour permettre au juge de condamner la personne. Ça peut arriver. Comme aussi ça peut arriver que la personne accusée a monnayé ou a eu la sympathie du juge pour tel motif. Là encore, au niveau de l'association, nous travaillons dans un premier temps d'essayer de conscientiser nos magistrats à cultiver les valeurs éthiques et déontologiques. C'est pourquoi nous avons eu un projet malheureusement qui a été handicapé par le Covid-19, où l'on allait en juridiction pour animer des formations pour nos magistrats sur l'éthique et la déontologie. Mais avec le Covid-19, on a arrêté, mais une fois que la situation s'améliore, c'est pour permettre de porter nos magistrats à agir avec intégrité et pour permettre que la justice soit moins critiquée. De l'autre côté aussi, il faut aussi au niveau de la police judiciaire, lorsque les policiers sont en formation initiale ou continue, qu'il y ait des cours qui leur permettent de mieux apprécier les espèces, comment procéder pour recueillir les preuves, pour que le juge ait cette possibilité d'avoir des éléments suffisants pour se prononcer. Maintenant, il faut voir. Le policier prépare les dossiers. Oui. Il les prépare seul. Il les prépare seul avant de les acheminer au tribunal, au parquet. Au tribunal, par exemple. Oui, mais un dossier mal préparé, par exemple, si le juge s'en rend compte, au lieu de procéder à la remise en liberté du suspect, est-ce que le juge ne peut pas... Ça dépend. Des fois, c'est très tard. Ça dépend. Prenons un cas de figure. On a trouvé en possession d'une personne un pistolet. Maintenant, le policier qui a constaté cette situation, la loi dit comment il doit procéder. Maintenant, d'abord, le policier doit interpeller cette personne, doit faire un rapport sur les circonstances dans lesquelles il a arrivé au constat que cette personne avait en sa possession un pistolet. Et au moment du jugement... le policier va adresser son rapport... Le corps du délit s'est volatilisé. Avant d'arriver vers là. Et aussi, la loi vous dit comment le policier doit conserver cette arme. Et on doit rédiger un procès verbal. La personne qui était détentrice de l'arme à feu doit signer le procès verbal. On doit le cacheter et l'envoyer au juge de paix. Et ça m'arrive comme juge, dans un dossier, j'ai vu un pistolet et il y a une personne qui est soupçonnée d'avoir eu en sa possession le pistolet. La personne est poursuivie pour détention illégale d'armes à feu. Il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun procès verbal. Et je ne vois nulle part comment le policier a eu connaissance que cette personne a eu un pistolet et le policier l'a interpellé. Maintenant, lorsque arrivé au jugement, si la personne nie, au moment de son arrestation, il avait en sa possession une arme à feu, il n'y a aucun document de la police judiciaire où il attend les circonstances dans lesquelles cette arme a été trouvée. Moi, comme juge, je ne saurais conclure
que la personne est coupable de détention illégale d'armes à feu. Et je ne peux... C'est là que je voulais... Je ne peux pas demander aux policiers de recommencer. C'est trop tard. C'est pourquoi, pour résoudre cette question... Puisque c'est trop tard, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, le juge serait dans une difficulté de conclure que la personne était en possession, avait en sa possession une arme à feu. Et l'arme ne pourrait ne pas appartenir au suspect. Ça peut arriver. Et la décision du juge, c'est... Mais puisque les éléments du dossier ne sont pas concluants, ne permettent pas au juge de déterminer si l'individu en question portait une arme à feu, maintenant vous imaginez la